Mike et Steve, des jumeaux de 13 ans, se sont enfuis d'une famille d'accueil. En fouillant une benne à ordures pour trouver de la nourriture, Steve découvre une veste avec un flacon de parfum dans sa poche. Il est convaincu que c'est un signe que sa mère est toujours en vie et part à sa recherche. Deux garçons en fuite se sont glissés dans la zone de service à l'arrière d'un centre commercial haut de gamme. Steve lança un sourire jubilatoire à son jumeau, Mike, alors qu'ils se précipitèrent vers la benne à ordures la plus proche. « Tu vois, ce n'était pas si difficile de fuir cette famille d'accueil », dit Steve. Mike a poussé un soupir et a soulevé le couvercle de la benne à ordures. « Pour l'instant. Mais ils vont nous dénoncer au service de l'enfance et nous devrons alors nous préoccuper de la police en plus de trouver de la nourriture. » Mike soupira. « Et il n'y a rien à manger dans cette benne. Attends, qu'est-ce que c'est ? » Steve a tendu la main et a retiré une boîte en carton. Malheureusement, il n'y avait pas de nourriture à l'intérieur, juste une veste miteuse. Ça pourrait nous servir d'oreiller ou de couverture, non ? Steve souleva la veste. Mike a roulé des yeux et s'est penché pour creuser plus profondément dans la benne. Steve a remarqué quelque chose à l'intérieur de la poche de la veste. Curieux, il a retiré une petite bouteille qui lui a fait froid dans le dos. Mike, c'est le parfum artisanal que maman utilisait. Steve saisit l'épaule de son frère et lui poussa le flacon devant le visage. « Tu penses que ça pourrait être la veste de maman ? Ne sois pas stupide. » Mike poussa l'épaule de Steve. Maman n'était pas la seule personne à utiliser ce parfum, et en plus, elle est morte, Steve. Steve a secoué la tête et a continué à fouiller dans la boîte. Le policier a dit qu'elle a disparu, pas morte. Ça veut dire qu'elle est toujours là, quelque part. Non, elle n'est plus, a crié Mike. Il a jeté un coup d'œil à Steve, la fureur faisant rougir ses joues. Sa mâchoire se serra fortement, et il reporta son attention sur la benne à ordures. Mais continue de rêver, si ça peut te rassurer. Maintenant, nous savons d'où vient cette veste, et où commencer à chercher des informations sur maman. Steve montra le reçu à Mike. Ne me regarde même pas, répondit Mike en fouillant dans les poubelles. Je ne vais nulle part. Arrête d'être aussi négatif, Mike. Nous ne pouvons pas abandonner maman. Nous devons nous battre jusqu'à la fin. Bien sûr. Mike s'est dirigé vers la prochaine benne à ordures. Et si tu te battais jusqu'au bout de cette benne et que tu nous trouvais quelque chose à manger ? Steve a essayé de convaincre son jumeau d'enquêter sur l'adresse qu'il avait trouvée avec la veste, mais Mike a absolument refusé de l'accompagner. Alors, pendant que Mike est allé vérifier les bennes à ordures derrière un plus grand centre commercial, Steve a continué à trouver l'adresse sur le reçu. Steve a regardé une haute clôture en fer forgé entourant un jardin luxuriant. Les étages supérieurs d'un manoir étaient à peine visibles à travers le feuillage. Steve a sonné à la porte. Personne n'a répondu. Il a réessayé plusieurs fois, mais en vain. Peut-être qu'il n'y avait personne à la maison. Steve plissa les yeux face au soleil de fin d'après-midi. Quelqu'un allait probablement arriver bientôt, et si ce n'était pas le cas. Steve repéra un chêne qui poussait sur le trottoir. Ce serait son chemin pour chercher des indices sur maman. Steve s'est assis contre la clôture pour attendre.
Bientôt, il faisait nuit et aucune voiture ne s'était encore arrêtée devant le portail. Steve grimpa sur l'arbre à la lumière de la pleine lune et se précipita vers la porte d'entrée du manoir. Toutes les fenêtres de la maison étaient sombres. Steve a frappé à la porte, mais il n'a pas été surpris que personne ne réponde. Il fixa la porte avec frustration. Il était certain qu'il trouverait des réponses sur maman ici si seulement quelqu'un voulait bien lui parler. En désespoir de cause, Steve a essayé de forcer la porte. Elle s'est alors ouverte silencieusement, révélant un hall d'entrée sombre. Steve entra à l'intérieur. La lumière de la lune brillait à travers les grandes fenêtres situées au fond d'une pièce massive juste à côté du hall d'entrée, mais tout le reste était noir. Steve fouilla dans sa poche et en sortit une minuscule lampe de poche. Mike avait insisté pour qu'il emporte quelques objets lorsqu'il s'était enfui de leur famille d'accueil, et heureusement. Alors que Steve parcourait le pâle faisceau de lumière sur le sol, il regretta de ne pas avoir convaincu Mike de se joindre à lui. Il ne voulait pas faire ça tout seul. Steve a jeté un coup d'œil dans la pièce éclairée par la lune, mais n'a rien vu d'intéressant. Il a ensuite suivi la lumière de sa lampe de poche dans l'obscurité, jetant un coup d'œil dans les autres pièces remplies de sculptures imposantes et de peintures bizarres, dans la salle de divertissement avec de vrais sièges de cinéma et une télévision qui couvrait le mur, et dans la cuisine plus grande que la plupart des maisons. Un bruit semblable à celui d'une respiration arrêta Steve dans son élan lorsqu'il atteignit le sommet de l'escalier. Son cœur battait la chamade dans sa poitrine tandis qu'il jetait lentement un coup d'œil par-dessus son épaule. Il s'attendait à trouver l'homme monstre des cauchemars de son enfance juste derrière lui, des doigts comme des pattes d'araignée prêts à l'attraper, mais tout ce qu'il a vu, c'est une fine paire de rideaux qui s'agite à une fenêtre ouverte. Steve soupira et s'engagea dans le couloir. L'épaisse moquette absorbait tous les bruits de ses pieds. Il ouvrit la première porte et découvrit une petite chambre à coucher. Une couette à fleurs recouvrait le lit et des cadres photos étaient disposés sur une étagère. Steve se faufila à l'intérieur pour les examiner. La lumière de la lampe de poche de Steve se reflétait sur le verre, obscurcissant la moitié de la première photo qu'il regarda. Une femme aux longs cheveux noirs, assise sur une chaise de jardin, sourit à l'appareil photo. La main de quelqu'un est posée sur le dossier de la chaise. Steve a déplacé sa lampe jusqu'à ce que le reste de la photo soit clair, puis il a poussé un gémissement choqué. C'était maman. Ces gens la connaissaient, et peut-être qu'ils pourraient lui dire où elle se trouvait. Steve a fait tomber la photo alors que la lumière inonda la pièce. Il fut momentanément aveuglé mais tourna vers la porte. Tout ce que tu vas trouver ici, c'est un aller simple pour la maison de correction, dit un homme. Steve se frotta les yeux. La panique a parcouru ses veines lorsqu'il a aperçu la silhouette près de la porte, mais ce n'était rien comparé à la terreur qui l'a envahi lorsqu'il a vu le visage de l'homme. C'était l'homme monstre de ses cauchemars. Steve a été instantanément ramené à ce jour, il y a 8 ans, où il a vu sa mère pour la dernière fois. Son bras était enroulé autour de lui comme un ruban d'acier alors qu'il courait sur le trottoir. Maman a continué à courir dans le métro et s'est réfugiée dans une alcôve abritée. Steve aurait aimé se souvenir de ce qu'elle avait dit, mais il avait eu trop peur. Ces mots l'avaient submergé comme de l'eau, puis elle était partie. Steve avait fait des cauchemars à propos de cet homme pendant des années. Aujourd'hui, ces cauchemars ont pris vie parce qu'il se tenait juste devant Steve avec exactement le même air renfrogné que celui dont il se souvenait ce jour-là.
Cet homme était derrière la disparition de maman, et la photo de maman se trouvait dans sa maison. Il avait toutes les réponses que Steve cherchait, mais Steve s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas lui poser de questions directes sur maman. Il va devoir essayer une autre approche. Je suis désolé, monsieur. Steve pressa ses mains l'une contre l'autre. J'ai tellement faim. L'homme a souri, et c'était terrifiant. Tu as faim, hein? Dit-il en se rapprochant d'un pas. Tu n'as pas de parents pour te nourrir? Steve a secoué la tête. Comme si était triste. Mais tu es assez grand pour travailler, et tu as l'air fort. L'homme balaya Steve du regard. Je peux t'offrir une chance de me dédommager pour les dégâts que tu as causés et tu seras nourri régulièrement. Si est une bonne offre, compte tenu de l'alternative. Que voulez-vous dire, monsieur? Tu peux travailler dans mon usine, ou je peux appeler la police et tu seras envoyé en prison. L'homme a sorti son téléphone portable de sa poche. Ce sera quoi, petit? Steve fixa l'homme. Il ne trouverait jamais de réponse sur maman dans une cellule de prison, mais il pourrait bien découvrir quelque chose auprès des autres travailleurs s'il acceptait le travail dans l'usine de cet homme. Il savait qu'il ne devait pas lui faire confiance, mais cela semblait être sa meilleure chance de découvrir ce qui était arrivé à maman. Steve acquiesça. J'accepte votre offre de travailler dans votre usine, monsieur. Tôt le lendemain matin, un homme étrange conduisit Steve à un entrepôt situé à l'extrême limite de la zone industrielle de la ville. Un seul camion banalisé se tenait dans la zone de chargement, mais il n'y avait aucun signe de ce qui était produit dans l'entrepôt. « Excusez-moi, monsieur », a demandé Steve au chauffeur alors que l'homme l'escortait jusqu'à l'entrée de l'entrepôt, « mais en quoi consistera exactement mon travail ici ?» L'homme a regardé droit devant lui. Steve avait à peine fait un pas à l'intérieur de l'entrepôt qu'il était entouré d'autres hommes étranges. Ils se sont parlé dans une langue que Steve ne comprenait pas, puis l'un d'eux l'a tiré à l'écart. Un bandeau recouvrait ses yeux. Marche droit. Une main s'est posée sur l'épaule de Steve et l'a poussé en avant. Il trébucha, mais l'homme le fit avancer. Steve se cogna les orteils lorsque le sol s'inclina brusquement vers le haut. L'homme poussa plus fort sur son épaule, faisant trébucher Steve sur ses propres pieds. Il n'a pas pu le suivre. Steve est tombé. Un lourd cliquetis résonna autour de lui et un moteur gronda, envoyant des vibrations dans ses bras alors qu'il se relevait. Il se rendit compte qu'il devait être dans le camion qu'il avait vu garé dans la zone de chargement lorsque la surface sous lui se mit à bouger. Il faisait nuit noire dans le camion, même après que Steve a enlevé son bandeau. Il a perdu la notion du temps pendant que le camion avançait en grondant. Il a trébuché à l'arrière et a trouvé quelques bouteilles d'eau et des paquets de chips dans un coin. Il n'y avait rien d'autre dans le camion. Steve finit par s'endormir dans le coin où se trouvaient l'eau et la nourriture. Steve a dormi et s'est réveillé plusieurs fois avant que, finalement, le camion ne s'arrête et que la porte ne s'ouvre. « Lève-toi et sors !» Un homme a crié dans le camion, sa voix résonnante autour de Steve. Steve a protégé ses yeux de la lumière vive et a trébuché jusqu'à la porte. L'air chaud et humide le submergea tandis qu'il louchait sur une large rivière avec une jungle épaisse poussant étroitement de chaque côté de l'eau. Bienvenue au Mexique. L'homme à la porte a saisi le poignet de Steve et l'a fait descendre du camion. Maintenant,
Arrête de regarder et marche. L'homme a guidé Steve jusqu'à une jetée étroite où un bateau l'attendait. Une fois Steve assis dans le bateau, l'homme lui a mis un autre bandeau sur les yeux. Le vent piqua le visage de Steve tandis que le bateau se mettait en route, l'emmenant vers une autre destination inconnue. La personne qui a retiré le bandeau de la tête de Steve lui a également arraché une partie de ses cheveux. Steve a à peine remarqué la douleur en regardant la haute clôture à mailles losanges surmontée de fils de rasoir qui l'entouraient. À chaque coin de la zone ouverte où il se trouvait, il y avait une tour de garde tenue par 5 hommes. Si est-il là que tu travailles? L'homme qui se tenait à côté de Steve désigna un long bâtiment. Et tu dors ici? L'homme a tenu fermement le bras de Steve en le dirigeant vers un groupe de 4 longs bâtiments identiques situés de l'autre côté de la zone clôturée. Les règles ici sont simples, poursuit l'homme. Fais ce qu'on te dit ou tu seras puni. N'essaie pas de t'enfuir ou tu seras traqué par les chiens. Si est-il compris? Oui. Mais quel travail vais-je faire, monsieur? L'homme rit. Disons que tu seras dans la fabrication de produits chimiques, petit. L'homme lui a montré la petite chambre qu'il partagerait avec 4 autres personnes, puis l'a emmené dans la salle à manger. Au moins une centaine d'hommes, de femmes et d'adolescents à l'allure miteuse étaient assis aux tables et mangeaient une bouillie brune non identifiable. Tu as un quart d'heure pour trouver quelque chose à manger, petit. L'homme poussa Steve dans le réfectoire. Quelques personnes se sont retournées pour le regarder tandis que Steve se dépêchait de rejoindre la zone de service située de l'autre côté du bâtiment. Beaucoup de gens avaient l'air de ne pas s'être lavés depuis longtemps, et plusieurs avaient des cicatrices de brûlures sur les mains et le visage. Tout le monde avait un regard engourdi et lointain qui glaçait la moelle de Steve. À l'exception d'une seule femme qui fixait Steve avec stupeur. À sa vue, il est resté scotché sur place. Il s'est mis à avancer plus vite, un cri s'élevant dans sa poitrine alors qu'il se précipitait pour retrouver sa mère perdue depuis longtemps. Mais maman a posé un doigt sur ses lèvres. Elle a jeté un coup d'œil méfiant dans la pièce, et Steve a compris. Maman ne voulait pas que quelqu'un sache qu'il était de la même famille. Leurs retrouvailles devront attendre pour l'instant. Les pensées se bousculèrent dans l'esprit de Steve alors qu'il s'endormit sur son lit superposé ce soir-là. Il n'arrivait pas à croire qu'il avait enfin retrouvé sa mère. Si seulement il y avait un moyen de faire savoir à Mike qu'elle était vivante. Il a dû s'endormir malgré ses pensées frénétiques, car maman l'a réveillé en le secouant de toute urgence. Ne fais pas un bruit, a-t-elle chuchoté. Je connais un endroit où nous pouvons aller parler. Steve acquiesça. Il se leva de son lit et suivit maman à l'extérieur. Elle le conduisit d'un coin d'ombre à l'autre jusqu'à ce qu'elle s'esquive à l'intérieur d'une petite pièce derrière le bloc sanitaire. Oh mon Dieu, Steve. Maman l'a serré si fort dans ses bras qu'il avait du mal à respirer. Mike n'est pas avec moi, il est retourné en ville, a répondu Steve. Si Monsieur Russo est l'homme qui nous poursuivait le jour de votre disparition, alors, techniquement, si est moi qui l'ai trouvé. Maman a froncé les sourcils, alors Steve lui a raconté comment la découverte de ce flacon de parfum l'avait mis sur la voie qui l'avait mené à elle. Mais une chose que je ne comprends toujours pas, si est comment tu t'es retrouvé impliqué avec ce type en premier lieu, a dit Steve une fois qu'il a terminé ses explications. Monsieur Russo fait partie de la mafia. Ton père et moi avons travaillé pour lui.
Maman a baissé la tête. J'étais femme de ménage et lui chauffeur. Un jour, Monsieur Russo a accusé ton père d'être un informateur. Nous avons essayé de nous échapper. Maman a secoué la tête. Ton père est mort et je me suis fait prendre dans la station de métro. Maman a laissé échapper un profond soupir. Il m'aurait tué aussi, mais sa femme m'aimait trop. À la place, il m'a fait continuer à travailler comme domestique dans sa maison, mais je n'avais pas le droit de partir et il ne me payait pas. C'est pour cela que j'ai trouvé ta photo dans cette maison. Maman acquiesça. Je vivrais encore là-bas si Madame Russo n'était pas morte. Il m'a envoyé travailler ici avant même d'avoir finalisé ses arrangements funéraires. Je n'arrive pas à y croire. Maman, il doit y avoir un moyen de sortir d'ici et de retourner auprès de Mike. Maman secoua la tête. C'est impossible. Même si nous nous échappions de l'enceinte, il nous faudrait encore traverser la rivière et trouver notre chemin dans la jungle. C'est beaucoup trop dangereux, Steve. Elle lui a pris la joue. Dors, mon fils. Tu auras besoin de te reposer pour demain. Steve et les autres personnes de l'enceinte prirent leur petit déjeuner et commencèrent à travailler avant l'aube le lendemain. Ils ont fait une courte pause à midi, puis se sont remis au travail jusqu'à la fin de l'après-midi. Ils ont fait travailler Steve comme concierge pendant la première semaine. Les bâtiments étaient peut-être un peu délabrés, mais les gardiens attendaient de lui qu'il maintienne un niveau élevé de propreté, tant à l'intérieur de l'usine que dans les quartiers d'habitation. Tout le monde avait congé le dimanche. C'est à cette occasion que Steve a découvert les chiens. Il se promenait dans l'enceinte de l'usine lorsqu'il a vu les chiens de berger dans leur enclos. Il s'est lentement approché du plus proche et lui a tendu la main pour qu'il la renifle. Le chien l'a regardé fixement en s'approchant de la clôture. Il a humé l'air, puis a lentement remué la queue. Steve s'est retourné. Il était certain qu'il allait avoir des ennuis maintenant, mais l'homme qui le regardait s'est contenté de sourire. Tu es bon avec les chiens, mon garçon ? A demandé le garde. Tu veux un nouveau travail ? Le dernier gars qui travaillait dans les parcs à chiens. Eh bien, les chiens ne l'aimaient pas beaucoup, alors nous avons besoin d'un remplaçant. Le lendemain, Steve a été chargé de laver les chiens et de nettoyer leurs enclos. Il avait toujours aimé les chiens mais n'avait jamais pu en avoir un comme animal de compagnie, c'était donc une excellente nouvelle pour lui. Il s'est attelé à sa tâche avec un sourire, qui s'est élargi lorsqu'il a fait une découverte intéressante. Lorsque Steve est entré dans le dernier enclos, situé dans le coin du camp, il était vide. Il regarda autour de lui, confus, puis remarqua une paire d'yeux sombres qu'il observait depuis le dessous de la niche du chien. « Comment es-tu arrivé là-dessous » dit Steve en s'approchant de la niche. Le chien disparut momentanément, pour ressortir la queue la première d'un trou dans la terre de l'autre côté de la niche. Steve s'est approché et a trébuché. Il y avait un autre trou au milieu de l'enclos. En y regardant de plus près, Steve s'est rendu compte que les trous ressemblaient plutôt à des tunnels. Si un chien pouvait creuser de tels tunnels, pourquoi pas lui ? Steve gratta le chien derrière les oreilles et siffla joyeusement en nettoyant le parcours. Il n'était pas encore sûr de tous les détails, mais il venait de comprendre comment maman et lui pourraient s'échapper de ce camp de travail.
Le lendemain, Steve a ramené l'une des gamelles du chien dans sa couchette lorsqu'il a terminé son travail de la journée. Une fois que tout le monde s'est endormi, il s'est faufilé hors de sa chambre et a commencé à creuser son tunnel vers la liberté à l'aide de la gamelle. Steve a travaillé sur son tunnel tous les soirs pendant des semaines. Finalement, il a percé la surface et a sorti la tête de l'autre côté. Il a réussi. Il ne lui restait plus qu'à élargir la sortie. Le soir suivant, alors que Steve retournait dans sa chambre après le dîner, un autre ouvrier passa son bras autour des épaules de Steve et lui chuchota à l'oreille. Steve a regardé l'homme avec innocence et a haussé les épaules. « Je ne sais pas de quoi vous parlez. Quel projet ?» L'homme a souri. « Ne fais pas l'idiot avec moi. Tu as l'intention de sortir d'ici, et mon ami et moi voulons nous joindre à toi. Nous avons des choses dont tu as besoin, comme de la corde et une hache pour fabriquer un radeau. Tu as le tunnel et les chiens te connaissent bien. Nous avons besoin les uns des autres. » Steve ne savait pas comment cet homme avait compris son plan, mais il avait raison. Maman et lui auraient besoin d'un radeau pour traverser la rivière, et avoir 4 personnes travaillant ensemble serait certainement mieux que 2. Bon, dit Steve. Si est d'accord. Quelques nuits plus tard, 4 silhouettes se sont glissées à travers le camp et dans une sombre buanderie. Une pluie battante s'abattait sur le toit en tôle tandis que Pedro, l'homme qui a abordé Steve, retira le sac de provisions qu'il avait caché derrière une bonbonne de gaz. Des éclairs traversèrent le ciel tandis que le groupe se glissa dans le tunnel de Steve. Il était complètement inondé au point le plus bas, mais il tenait bon. Un coup de tonnerre retentit alors qu'ils se précipitèrent vers la rivière. Steve s'est accroché à la main de maman pendant qu'il courait, ses pieds glissant sur la boue à chaque pas. Il était complètement trempé et la pluie lui piquait la peau, mais il en était reconnaissant. Avec cette pluie, il serait presque impossible aux chiens de les suivre à la trace. Ils coururent le long de la piste boueuse qui menait à la rivière. Lorsqu'ils arrivèrent à un virage serré, Pedro leur fit signe de continuer à travers la jungle. « Si est un raccourci ?» cria-t-il par-dessus la pluie et le tonnerre. Ils continuèrent plus lentement à travers le sous-bois dense. L'orage était passé lorsqu'ils retrouvèrent la route et Pedro assura à Steve qu'ils venaient de réduire leur voyage de 3 miles. « Nous sommes presque arrivés à la rivière. » Pedro sourit. Comme il n'y avait aucun signe de poursuite, le groupe a décidé de se reposer brièvement. Ils devraient encore construire leur radeau lorsqu'il atteindrait l'eau et auraient besoin de leur force. Maman est allée seule dans les buissons pour faire ses besoins. Quelques minutes plus tard, Steve l'entendit crier. « Maman !» Steve se bouscula dans les buissons et sentit des branches d'arbres basses lui fouetter le visage alors qu'il courait pour retrouver maman. Il a remarqué un endroit où le sol avait cédé juste à temps pour s'arrêter en dérapant. Il a jeté un coup d'œil par-dessus le bord et a vu maman étendue maladroitement dans la boue au fond d'un ravin escarpé. Des larmes ont coulé sur les joues de maman qui a levé les yeux et secoué la tête. Steve s'est frayé un chemin avec précaution le long de la pente. Il s'est arrêté juste à côté de maman et a fixé d'un air sinistre l'exchymose livide sur son mollet. « Steve, gémit maman. Je crois que ma jambe est cassée. » Steve et Pedro ont porté maman jusqu'en haut de la pente et l'eau ne te déposait sur un tronc d'arbre tombé au sol. Pedro examina brièvement sa jambe et secoua la tête. « Ce n'est pas bon », a-t-il dit.
Nous devons la laisser derrière nous. Point jamais. Steve a redressé les épaules et a regardé Pedro. Nous pouvons la porter. Dans ce cas, nous serions tout ralentis. Il nous rattraperait. Je suis désolé, mais nous n'allons pas prendre ce risque. Pedro a fait un geste vers son ami. Si est la seule chance que nous aurons de nous échapper et nous ne la gâcherons pas. Il a raison. Maman a fixé Steve avec des yeux remplis de douleur. Tu devrais me laisser ici. Je viens juste de te retrouver. Steve a rejoint maman sur la bûche. Je ne te quitterai pas, quelle que soit la raison. Ma liberté ne signifie rien si tu n'es pas avec moi. Alors si est ici que nous nous séparons, dit Pedro. Lui et son ami se sont détournés et ont laissé Steve et maman seuls dans la jungle. Nous sommes foutus, sanglota maman. Non, nous ne le sommes pas. Steve s'est levé et a balayé du regard aux alentours. Comment ? Tu ne peux pas me porter tout seul. J'ai une idée. Pedro a dit que nous étions près de la rivière, alors il y a des chances que nous soyons aussi près d'un village ou d'une sorte d'établissement. Il faut juste que nous fassions une sorte de signal pour attirer leur attention. Et les gars ? Ils verront sûrement ce signal aussi. Steve poussa un profond soupir. Si est un risque que nous devrons prendre. Avec un peu de chance, nous serons secourus par les habitants avant que les gardes n'atteignent notre position. Steve n'avait qu'une seule chance de bien faire les choses, et ce n'était pas gagné. Il commença à monter vers une zone qui semblait dégagée et scruta la jungle en marchant. Tout était détrempé et boueux à cause de la pluie, mais il refusa de perdre espoir. Il a trouvé exactement ce dont il avait besoin dans un creux à la base d'un grand arbre. Un animal avait dû y trouver refuge à un moment donné, car il était rempli d'herbes et de feuilles sèches. Il y avait aussi des morceaux de bois sec, en partie rongés par les termites, qui étaient tombés de l'intérieur du creux. Steve a tout ramassé. Il a déposé les matériaux secs sur des rochers en haut de la montée, puis il est retourné dans la jungle. Il a rassemblé les branches les plus sèches qu'il a trouvées, puis a cassé sa lampe de poche contre un rocher. Il a utilisé la lentille pour concentrer la lumière du soleil sur son amadou. Une fine traînée de fumée s'éleva bientôt du fagot d'herbe séchée. Il a soigneusement entassé les morceaux de bois les plus secs par-dessus. Le bois grésilla et a fait de la vapeur. Steve souffla doucement sur les petites flammes et ajouta un autre paquet d'herbes. Les flammes ont pris de l'ampleur. Les flammes se sont accrochées aux morceaux de bois du creux de l'arbre. Les branches qui se trouvaient au-dessus avaient cessé de produire de la vapeur et le feu s'y est rapidement propagé. Steve soupira de soulagement. Lentement, la vapeur qui s'évaporait du bois humide fut remplacée par de la fumée, et le petit feu se transforma en brasier. Bientôt, le feu était assez grand et chaud pour faire cuire l'eau contenue dans les branches les plus humides que Steve avait ramassées. Il les ajouta lentement, puis jeta quelques feuilles humides pour épaissir la fumée. Une fois qu'il fut certain que le feu continuerait à brûler, il redescendit la colline à toute vitesse pour rejoindre maman. « Ça marche !» s'écria-t-il. Il lui a ensuite présenté un long bâton. « J'ai trouvé ça pour toi. Tu peux t'en servir comme d'une béquille et je t'aiderai à monter jusqu'au feu. » Steve et maman ont regardé la fumée s'élever dans le ciel. Il s'occupa du feu pendant encore 1 heure avant de remarquer que quelqu'un apparaissait à travers les arbres en face d'eux. « Regarde, maman.
Steve a pointé l'homme du doigt. Maman s'est penchée en avant pour scruter l'homme juste au moment où il sortait au soleil. Le sourire a disparu de son visage et elle a secoué la tête. Si est-il un des gardes du camp, a-t-elle marmonné. Vite, Steve, il faut que tu ne fuis. Non. Je ne te laisserai pas, maman. Steve lui a pris la main. Écoute, Steve, si est-il la seule solution. Maman lui a lancé un regard féroce. Tant que tu ne fuis, tu peux revenir me chercher, ou appeler la police, mais tu dois courir, maintenant. Vas-y. Steve s'élança mais s'arrêta net lorsqu'un deuxième homme apparut devant lui. Il s'est élancé dans l'autre direction, mais le premier garde a fait le tour et l'a bloqué. Continue, Steve, a crié maman. Cours. Ils ont fait le tour du feu, serrant Steve et maman de près. Steve pensa à pousser l'un des hommes dans le feu, cela les distrairait sûrement, mais leur chef sortit une arme. Je pense que tu as couru assez loin, dit l'homme. Si tu viens facilement maintenant, alors nous nous assurerons d'y aller doucement avec toi et la dame quand nous vous ramènerons à l'usine. Steve a jeté un coup d'œil à sa mère en levant les mains en signe de reddition. S'il vous plaît, prenez juste soin d'elle, a-t-il supplié. Elle est blessée. Les gardes ont emmené maman à l'infirmerie lorsqu'ils sont retournés au camp. Steve les a aperçus en train de la transporter à l'intérieur avant d'être enfermé dans la pièce du sous-sol utilisée pour les punitions. Steve s'est recroquevillé sur une couverture rugueuse dans un coin de la pièce. Il avait échoué. Après tout ce qu'il avait enduré pour sortir maman d'ici, ils étaient revenus au point de départ. Pire qu'au début, parce qu'il était enfermé et qu'elle était gravement blessée. Des larmes roulèrent sur les joues de Steve. Il pleura longtemps dans la sombre solitude de sa cellule et finit par s'endormir. Quelque temps plus tard, un fort bruit l'a réveillé. Des gens criaient et couraient à l'extérieur. Steve a appuyé son visage contre les barreaux étroits de la porte de sa cellule et a essayé de voir ce qui se passait. Une voix a retenti par le biais d'un haut-parleur. Il parlait espagnol, mais le cœur de Steve s'est emballé lorsqu'il a reconnu deux mots, la policia. 2 jours après la descente du camp, Steve a retrouvé sa mère dans sa chambre d'hôpital. Il a couru vers elle et l'a serré fort dans ses bras. Oh Steve. Tu nous as tous sauvés, lui dit-elle. Qu'est-ce que tu veux dire? Maman a souri. Ils ne te l'ont pas dit? La police cherchait ce camp depuis longtemps mais ils l'ont trouvé grâce à ton feu. Cette fumée était visible à des kilomètres et les gens l'ont signalé. Quand la police est venue enquêter, elle a trouvé Pedro et son ami échoués sur la rive du fleuve, poursuit maman. Ils ont compris qu'il avait dû s'échapper du camp qu'ils recherchaient et c'est comme ça qu'ils nous ont trouvés. Eh bien, je suppose que mon plan a fonctionné après tout, mais pas de la façon dont je m'y attendais. Ils vont bientôt nous renvoyer aux États-Unis. Maman s'est appuyée sur ses oreillers. Monsieur Russo a été arrêté et la police a retrouvé Mike. Maman a essuyé une larme qui coulait sur sa joue. Il va nous attendre à l'aéroport. Mon Dieu, j'ai hâte d'être de retour à la maison avec mes 2 fils. Dites-nous ce que vous pensez de cette histoire et partagez-la avec vos amis. Elle pourrait les inspirer et illuminer leur journée.